Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de The Last Lap, le podcast dédié à l'histoire du sport automobile. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Enzo Peugeot. Bonjour Enzo et merci d'avoir accepté de participer à ce podcast. Bonjour, merci, pour ton invitation. Du coup, on va revenir sur ton parcours et on va commencer par la question qui, je pense, on te l'a souvent posée. Comment est venue ta passion pour le sport auto? Tout simplement, j'ai commencé sur le tard. Enfin, on a fait du karting, de location, en indoor. C'était avec mes grands-parents et j'ai direct accroché et après donc j'ai commencé avec du karting, en extérieur, enfin sur des pistes homologuées. Commencé en 2015, donc à l'âge de 10 ans et après donc les courses régionales en karting de compétition, j'ai commencé en 2016 quand j'avais 11 ans. Et est-ce que déjà à l'époque, il y avait un écart de niveau avec ceux qui ont commencé à 4, 5 ans le kart ou pas encore? Ouais, en vrai, à cet âge-là, la différence d'âge, c'est énorme. Enfin, beaucoup plus qu'à l'âge adulte, parce que quand on prend la maturité très vite. C'est vrai qu'au niveau de l'expérience, la connaissance des pistes, du kart, tout ça, ça jouait un peu, mais j'ai réussi à vite, taper le gap et donc c'était challengeant. Et comment tu as su, quand tu as fait du karting, que c'était ce que tu voulais faire plus tard, être pilote professionnel? Quand j'étais jeune, j'ai fait beaucoup, beaucoup de sport en dehors, enfin à côté de l'école. Et c'est vrai que quand j'avais commencé ça, j'avais vraiment accroché. Je pensais pas que ça allait être ma passion principale, on va dire. Non, au début, c'était vraiment, un loisir comme les autres. Mais quand j'ai vu que je performais, j'ai direct pris goût et c'est vrai qu'avec mon père, on s'est beaucoup investi et il s'est beaucoup investi aussi. Donc non, j'ai vite pris goût et ça a été, un bon loisir, on va dire, pour ma jeunesse. OK. Et comment se sont passées, les compétitions que tu as fait, en karting et après le déclic à passer à la monoplace justement avec, je sais que tu es passé à Feed Racing et cetera. Ouais. Explique-moi un peu le cheminement, qui t'a fait arriver à la monoplace? Du coup, jusqu'en 2021, donc j'ai fait du kart donc jusqu'en senior, catégorie senior. J'ai été plusieurs fois champion de France, dont avec la FFSA au junior karting. J'ai fait plusieurs championnats d'Europe, mondial, international, j'ai découvert, pas mal de pistes, j'ai eu pas mal de contacts. Enfin, j'ai essayé de vraiment de rouler dans tout ce que je pouvais pour vraiment tout découvrir et dès que j'ai fait ça et que je trouvais que j'avais bien prouvé en karting, donc on a fait le step en monoplace avec, le feed et après donc grâce au feed, on a fait j'ai fini 4e et après grâce à ça, on s'est dit qu'il fallait, passer en monoplace en compétition. Donc après en 2022, j'ai fait ma première année en championnat de France F4 et ça s'est fait assez naturellement, on va dire. C'était dans la suite logique et après le championnat de France en 2020 que j'ai gagné, on aurait pu aller directement en F4 en 2021 mais manque de budget, c'était un peu difficile. Je vais pas dire que j'ai perdu une année mais non, c'était une suite logique. Du coup, sans Feed Racing, tu aurais eu plus de difficultés, à faire le step? Je pense, ouais, parce que c'est un peu grâce au feed que j'ai gagné de l'expérience, que j'ai roulé surtout, parce que c'est vraiment pas cher pour ce que c'est. Donc j'ai pu rouler beaucoup, à avec un petit budget. Donc ça a été vraiment intéressant j'ai pu découvrir Magny-Cours, j'ai pu découvrir, la pluie, j'ai pu découvrir plein de facteurs différents et ouais, je vais pas dire que sans eux, je serais pas passé en monoplace, mais en grande partie, c'est grâce à eux, surtout grâce aux conseils de tout le monde, Patrick Lemarrier, Jacques Villeneuve, il y a Xavier Pompidou, Julien Poncelet, toutes les personnes comme ça, je pense que c'est aussi grâce à eux que j'ai pu faire le step aussi. D'accord. Et à partir de quel moment, la FFSA Academy est intervenue? C'était, pendant, avant, après? Dès le karting, donc quand j'avais gagné le championnat de France en 2020, après eux m'avaient poussé, le DTN, le directeur technique national m'avait poussé à faire la F4. Bon, je l'ai fait qu'en 2022, mais il a directement vu un potentiel, en moi en 2022, vu que j'étais le premier rookie et j'ai fini 5e. Donc après, il m'a vraiment sans beaucoup d'expérience, sans beaucoup de roulage comparé aux autres. Au début, j'ai commencé vraiment genre à Nogaro, j'étais loin dans les 15-10 et à la fin, j'étais tout le temps dans le top 5 environ et donc il a vraiment voulu que je redouble et du coup, j'ai redoublé, sur la deuxième saison et c'est vraiment, grâce à la FFSA et FFSA Academy que j'ai pu faire une carrière dans la monoplace aussi. D'accord. Et c'était pas compliqué justement, d'avoir les cours à côté, mais le fait que tu sois vraiment concentré sur le sport auto et Non, non, très vite avec mon père, on a pris la décision de faire le CNED, donc les cours à distance, les cours par correspondance. Ça me permettait de vraiment
enfin de faire tout ce qu'il y avait les à côté quoi, les entraînements, sur la piste, les entraînements physiques, la recherche de sponsors, enfin tous les facteurs à côté. Donc ça me permettait vraiment de me concentrer au maximum sur ces points-là et après donc à côté, j'avais un emploi du temps aménagé avec les cours. Personnellement, moi, je devais beaucoup m'impliquer parce que, bah, s'il y avait pas de bons résultats, je roulais pas. Donc non, non, ça a été dur mais ça s'est bien acheminé. D'accord, OK. Et du coup, tu es passé par FID, pour après accéder à la F4 et comment s'est passée, cette première année en F4 et qu'est-ce que tu en as appris, sur le roulage et cetera? Bah, j'ai appris beaucoup de choses donc directement, on a vu que le potentiel pur, enfin, le rythme pur, je l'avais. J'avais beaucoup de difficultés, par exemple, en qualification, des fois je stressais, je gérais mal le trafic, j'avais une mauvaise gestion de pneus, j'attaquais trop, enfin, j'avais trop un peu un style de comme le karting. Des fois, dans les batailles en piste avec les concurrents, j'étais beaucoup trop agressif, des fois, je faisais des crashs, j'avais des pénalités. Ça me coûtait pour, par exemple, les courses, suivantes avec des places sur la grille, de pénalités. Donc donc j'avais quand même beaucoup de défauts que j'ai réussi à gommer en 2023 et c'est vraiment ça que j'ai appris sur, cette première année en 2022. Du coup, il y a eu le step FRECA, mais entre-temps, la formule «Moyen-Orient» entre guillemets, ce qu'on appelle. Pourquoi avoir choisi justement avant d'entrer en FRECA de faire, ce championnat? Bah, j'ai eu j'ai eu un bon prix, on va dire, pour faire ce championnat-là. Parce que sinon des prix normaux, on n'aurait pas eu le budget pour le faire. Donc j'ai eu la chance de faire deux courses là-bas et ça m'a vraiment je pense que ça m'a bien servi justement sur plusieurs points où j'avais des lacunes pendant les tests hivernaux et je pense que ça m'a bien servi pour le début de la saison, en Europe. Et c'est pas, un peu particulier comme championnat vu qu'il y a pas que des pilotes qui sont voués à faire de la FRECA, il y a aussi des pilotes qui sont en F3 et cetera. Ouais. C'est pas un peu compliqué, de rouler justement avec, une disparité de niveau, à ce point? Non, non, bah, justement, ça permet de challenger. Même dans mon année, je crois, il y avait des pilotes de F2. Il y avait, bah, Taylor Barnard, il y avait des Arvid Imla, des trucs comme ça. Il y avait plein de gros pilotes et non, non, bah, justement, ça permet de voir, eux, avec leur expérience, qu'est-ce qu'ils peuvent nous apporter donc non, il y a que du positif, c'est que intéressant. Donc après, on peut voir un peu nous jauger par rapport à eux, quoi. Et après ton début en FRECA, quels étaient, quand tu as commencé vraiment le championnat, tes objectifs? Bah, honnêtement, la première saison, j'avais pas d'objectif précis. C'était vraiment apprendre, 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 rouler, prendre de l'expérience et au fur et à mesure, enfin, très tôt dans la saison, j'ai vu que je performais, très bien. Donc il y a eu des objectifs, il y avait des objectifs. Donc non, non, honnêtement, je pensais pas autant aussi performer aussi vite et hem et ouais, comme je dis beaucoup sur cette première saison, on avait un très, très gros rythme pur, avec une équipe, bah, milieu de plateau, on va dire. En moyenne, en qualif, j'étais dans les 7-8, donc avec le niveau qu'il y avait, c'était vraiment très, très bien. Il y avait quelques erreurs de ma part et de l'équipe en course, donc on n'a pas forcément, capitalisé sur, les résultats de la course. Donc le résultat du championnat, reflète pas forcément la performance qu'on avait, mais mais non, non, c'était une très bonne saison, et je me suis beaucoup fait remarquer sur cette saison aussi. Oui, du coup, cette première saison, c'était avec, Saint-Eloq. Ouais. Après, du coup, il y a eu une deuxième saison en FRECA, enfin un début de saison avec, RPM. Mmh Qu'est-ce mh. qui t'a fait basculer dans cette écurie? Bah, l'année dernière, donc en 2024, ils avaient fait une très bonne saison avec, Noah, qui était un rookie, donc il s'est fait 6e, je crois, un truc comme ça et donc non, non, ils avaient très bien performé. Ils étaient, bah, outsiders des grosses équipes, bah, comme Hart, Air-Race, Prema, Trident donc non, on disait que ça allait une très bonne on disait enfin, on s'était dit que ça allait être une très bonne opportunité de les rejoindre, mais bon, cette année, on a changé de composé de pneus, enfin, avec Pirelli sur des trucs environnementaux, pardon et donc on n'a pas fait les tests hivernaux avec eux. Justement où les équipes testaient, les nouveaux pneus de cette année. Mais enfin, donc quand je les ai rejoints en début d'année au test de pré-saison, c'était très compliqué, par rapport justement à l'exploitation des pneus et c'était ça où ils ont le plus pêché, justement sur comment exploiter le pneu, au mieux
et je pense que c'est ça qui a le plus pêché, sur, enfin, de leur partie. Et du coup, après, on a appris cet été que du coup, tu arrêté, cette saison de Freka pour, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Est-ce que tu peux nous l'expliquer? Bah, ouais, ouais, bah, justement, comme je disais, enfin, ils étaient très bornés, on va dire. Ils rejetaient souvent la faute sur moi. Donc, moi, pareil, bah, je me posais des questions. J'essayais de trouver des solutions, sur mon pilotage, sur moi-même. Mais après 3 meetings, à essayer de faire tous les efforts, possibles et inimaginables, bah, on a décidé de quitter. Ça va à rien de dépenser de l'argent pour faire, 10e, sur une 2e FRECA quand je vois des pilotes que je me battais l'année dernière comme, bah, De Pallo, Evan, Clairo ou Deligny, enfin, ils sont dans le top 5 au championnat et donc je voyais pas pourquoi moi je pouvais pas être, au même niveau qu'eux, alors que l'année dernière, bah, je les battais ou on était au même niveau. Donc non, ça a été compliqué et quand on voit plusieurs pilotes qui sont passés justement, dans l'équipe, cette année, je prends l'exemple de Santiago Ramos qui est en F3 et qui a fait plusieurs, podiums en feature race ou genre Massey ou Capieto qui fait de la P2 et ils sont passés, leur meilleur résultat, bah, ils ont fait genre 15e ou 20e et voilà donc non, ils même sous la pluie, par exemple, eux, ils étaient là à Barcelone et le dimanche en Q2, ils ont pris genre 3 secondes ou 3 secondes et demie sous la pluie donc il y avait bien un problème dans l'équipe. Il y avait des circuits où ils arrivaient mieux, comme toutes les équipes où ils arrivaient mieux, donc ils arrivaient à marquer quelques points mais non, donc ça a été un mauvais pari de notre part, on va dire. OK et du coup, comment tu vas rebondir, que ce soit en Freka ou dans une autre, compétition? Du coup, bah, après ça, on avait eu plusieurs propositions en FRECA pour finir, enfin, en soi, c'était pour faire la saison parce que j'avais quitté à partir de la 3e, de la 3e du 3e meeting, donc il restait quand même 7 meetings. On s'était dit que c'était pas vraiment une bonne idée, donc on a voulu, garder notre budget pour l'année prochaine et donc l'année prochaine, on a on a beaucoup de propositions en MP3, en ELMS. J'avais eu des propositions en MP2, mais pareil niveau budget, c'est très serré donc on préfère faire une année en LMP3 pour apprendre et après expérimenter en LMP2 en 2027. Du coup, tu quitterais la monoplace pour aller vers l'endurance? Ouais, 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 les prix sont exorbitants, on va dire, avec la nouvelle voiture là qui est introduite l'année prochaine. Enfin, on part sur des coûts de 1 million 2 la saison, juste en Freca, alors que c'est presque des prix de petites cibles en F3, mais après même en F3, les prix c'est 2 millions 2 millions 5. Donc non, on peut pas se permettre de dépenser, ces budgets-là, même si on a des gros sponsors, enfin, on se mettait trop en danger, on va dire, par exemple, si on a de la casse ou d'autres Mmh. choses comme ça, quoi. Non, toi, le principal, c'est que tu restes en sport auto, quitte à Bien sûr. découvrir d'autres catégories. Ouais, bien sûr, bah, l'endurance, en plus, c'est sur des prototypes, donc ça se rapproche de la monoplace, on va dire. Il y a beaucoup d'aéros, même si c'est une voiture à porte, mais pareil, on a épluché toutes les opportunités. On a eu des opportunités en Porsche Cup, en GT3, en plein d'autres catégories, donc non, je pense que la MP3, ça va me plaire et de toute façon, il y a pas de raison. Et du coup, tu parlais des sponsors et de la difficulté avec les prix, en sport auto. Justement, est-ce que tu peux nous expliquer, cet obstacle qui est, le financement où, ça bloque, je pense, beaucoup de personnes qui voudraient être pilotes professionnels et qui ne peuvent pas parce que soit ils ont des difficultés à trouver des sponsors, soit, bah, la famille ne peut pas forcément suivre. Est-ce que tu peux nous l'expliquer? Bah, ouais, le budget, c'est l'un des nerfs de la guerre, on va dire, dans le sport automobile et c'est ce qui fait qu'on peut ou ne peut pas rouler et il y a plein de pilotes qui n'ont pas pu monter dans les catégories ou continuer en sport automobile à cause du budget donc comment on va dire? C'est le facteur principal pour pouvoir, rouler en sport auto dans des bonnes équipes ou même juste, entrer dans une catégorie donc ouais, c'est compliqué. Après, il y a des alternatives, mais ouais, c'est le nerf de la guerre. Et est-ce que toi, ça a pas un avantage le fait que tu fasses partie de l'équipe de France FFSA? Si, si, bien sûr, bah, en monoplace, ça a été un gros atout. Pareil, bah, au niveau, de la visibilité pour les sponsors, on a eu plein de contacts grâce à eux. Ils nous aident sur énormément de points, sur, tout ce qui est la préparation du pilote, vraiment l'accompagnement, niveau financièrement également.
Pour moi, c'était indispensable, on va dire, pour mes années en Frica et ils m'ont énormément aidé, pareil sur les stages, on a fait de l'aviation, on a aussi roulé avec, les pilotes de rallye, de l'équipe de France, donc non, on a appris énormément de choses et on a eu beaucoup d'expérience, aussi pour notre carrière, personnelle. D'accord, du coup, ils t'ont aidé pas tant sur le plan pilotage, mais également sur vraiment général avec, des personnes t'accompagnant, des choses comme ça? Exactement, ouais, bien sûr, exactement. Et justement, au niveau de toi en tant que pilote, vraiment, heu, comment se passent tes entraînements physiques, mentales? Est-ce qu'il y a des choses particulières qui changent par rapport à une personne lambda? Comment ça se passe? Bah, un peu tous les pilotes n'ont pas du tout le même, les mêmes entraînements, on va dire, parce qu'ils ont pas tous les mêmes besoins. On n'est pas tous faits pareil, on va dire et on n'a pas tous la même morphologie, tout ça et donc tous les entraînements physiques sont pas pareils, enfin, sont différents. Pareil au niveau mental, on n'a pas tous les mêmes besoins. Il y en a qui gèrent mieux les émotions, mieux le stress, les facteurs extérieurs, tout ça. Donc ça dépend de tous les pilotes. Et après, il y a toute la préparation extérieure aussi avec, les kinés, les psychologues, tout ça. Donc heu, donc non, tout le monde a des programmes différents et tout le monde se prépare, d'une façon ou d'une autre, selon les profils. Oui, c'est vraiment personnel, c'est pas uniforme pour tout le monde, du coup? Non, ouais, ouais, bah, comme au week-end de course, chacun fait sa préparation, son échauffement, ses routines, ses tics avant de rouler, tout le monde est différent. D'accord, et comment tout ça t'aide justement pour le pilotage? Ça permet de plus te concentrer ou il y a d'autres choses qui rentrent en compte? Bah, oui, oui, enfin, l'entraînement physique, c'est plus qu'important parce que quand tu roules, si tu as des lacunes, physiques, on va dire, enfin, ton cerveau va plus se concentrer à compenser le physique et va moins se concentrer, sur le côté pilotage. Donc tu perds sur le côté technique. Sur le côté mental, si tu te prépares mal, bah, tu gères mal ton stress, tes émotions, bah, du coup, ton cerveau va plus se pencher sur ça et va moins se concentrer sur, le côté pilotage. Donc si on n'optimise pas ça, si on l'anticipe pas, bah, on n'est pas performant au niveau technique pur avec, le travail avec les ingénieurs sur la piste, ça vraiment, bah, c'est plus qu'important pour un pilote. D'accord, et cette communication justement, tu mentionnes les ingénieurs et aussi les mécanos, elle est simple ou ça peut être parfois compliqué justement d'avoir une relation où il y a vraiment une bonne communication? Non, bah, c'est le plus important parce que c'est avec la personne qu'on communique sur la piste, donc quand on roule et hors de la piste. Donc l'ingénieur, c'est le plus important. Si on s'entend pas bien, bah, ça peut pas marcher. Je vais dire 90-95 des cas, ça se passe bien et de toute façon, enfin, l'équipe nous met à disposition des bons ingénieurs, avec qui ils pensent, que le fil va bien passer, le contact va bien passer et oui, c'est la personne, enfin, c'est notre référent, on va dire, sur les week-ends de course, parce que c'est avec lui, on partage, nos feelings, comment on ressent la voiture. Nous aussi, on partage, qu'est-ce qu'on voit sur la piste, s'il y a des évolutions sur la piste, comment on sent la voiture, tout ça. Donc heu, donc ouais, ouais, c'est méga, méga important, pendant les meetings. Et au contraire, la relation avec les coéquipiers ou les concurrents, il peut y avoir parfois des tensions parce que, par exemple, avec ton concurrent, vous avez la même voiture, du coup, tu peux vraiment te comparer. Comment tu le gères? Ouais, bah, ça dépend du caractère des pilotes. On a tous à peu près la même base, de setup. Après, des fois, elle diffère avec, le style de pilotage de différents pilotes. Mais après, non, on n'a pas forcément de enfin si, on est en concurrence en soi, bah, par exemple, en FRECA, on est 3 donc on a 2 coéquipiers, on a 2 concurrents, on va dire. C'est le pilote en premier qu'on doit battre. Donc hem donc il y a une forme de concurrence, mais on essaye de s'aider aussi pour se pousser vers le haut. Ça dépend des équipes, enfin du mindset des équipes, du mindset des pilotes, mais globalement, moi personnellement, jusque-là, ça a bien marché. OK, et du coup, en parallèle, d'être pilote, j'ai vu sur les réseaux que tu faisais un peu de coaching aussi. Ouais. Qu'est-ce que tu aimes bien justement dans le fait de passer, bah, de l'autre côté justement, du volant? Bah, moi, j'adore, transmettre mon expérience, aux plus jeunes, bah, les aider au maximum justement dans la préparation vraiment de A à Z. Enfin cette année, je passe aussi mon DEGEPS, c'est le diplôme pour être, coach, on va dire, avoir une démarche d'entraînement, c'est vraiment pour, aider le pilote, avoir un projet d'accompagnement avec le pilote et donc moi
bah, comme je dis, transmettre mon expérience, les aider, bah, pour leur démarche, d'aller jusqu'au plus haut niveau et voilà, essayer d'aider les plus jeunes, que moi j'ai pas eu, la chance d'avoir, par exemple, des gens comme ça donc moi j'adore vraiment être au plus proche avec, des jeunes et vraiment d'avoir le contact aussi avec, bah, par exemple, des équipes où vraiment tout le monde mais voilà, j'aime bien aider les jeunes tout simplement. Principalement en karting ou qu'importe la compétition, tant que tu tu peux donner des conseils, ça te va? Non, ouais, tout, bah, je fais, en karting, en F4, je fais plusieurs catégories. Non, tant que je peux aider, moi ça me va. D'accord et du coup, c'est, dans le cadre individuel ou, en même temps avec la FFSA que tu Non, fais ça? dans le cadre individuel. OK, OK, pas Ouais. de souci. Et du coup, pour finir, est-ce que tu aurais, un conseil à donner, justement, à un pilote en karting que tu conseillerais, mais qui a peur, qui sait pas par où commencer, qui sait pas s'il peut faire du sport auto, qu'est-ce que tu lui dirais? Bah, j'ai beaucoup de questions comme ça. Bah, premièrement, bah, bien se renseigner, enfin sur internet, maintenant il y a plein de choses sur internet qu'on peut avoir. Bien se renseigner, bah, où on peut commencer, je sais pas moi, en carte de location, je sais qu'il y a des écoles de pilotage, des trucs comme ça et bah, juste, tout donner, rien regretter parce qu'on a la chance de déjà rouler en sport auto, c'est déjà une chance, de fou. Donc se donner à fond, se donner à 100 de ses capacités et même si tu es déçu, enfin ne pas avoir de regrets et ne pas se dire: «Ouais, mais là, j'aurais pu mieux faire» ou quoi. C'est vraiment quand tu y es, tu as la chance d'y être et il faut se donner à fond, même s'il se passe mal, bah, c'est le sport auto et c'est comme ça. OK, bah, super, bah, merci beaucoup et merci d'avoir accepté, de participer à cet épisode et nous, on se retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode.